You've got a problem. Change your fucking car. Watch your profanity. Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de Singapour 2024. Pour revenir sur ce Boarfest, ou devrais-je dire sur cette course, j'ai avec moi François Carignan, un des modérateurs du groupe Facebook La Monoplace. Salut François. Salut Abdou, ça va? Ça va bien toi? Ça va. Je vais dire comme toi, c'était pas la course la plus excitante, mais bon, résultat me plaît. Oui, mais et je crois que c'est la première fois qu'on se parle depuis ce fameux après-course du Grand Prix d'Italie, hein? Dans le podcast. Si vous voulez comprendre, allez écouter la fin de l'épisode de l'après-course du Grand Prix d'Italie, mais je crois qu'il est encore en tabarnak. Ouais, disons que je n'étais pas fier. Il me déteste. Bref, il me déteste. Ben oui, tu me détestes. Ah, OK. Non, je viens de me rappeler. Ah, shit, oui, ça. Je pensais que tu parlais de l'anneau. OK, non, je viens de m'en rappeler. Ah oui. Mais on va parler de quelqu'un que tu adores. La victoire de Lando Norris qui gagne devant Max Verstappen. Oscar Piastri termine 3e. George Russell 4e. Charles Leclerc 5e. Lewis Hamilton 6e. Carlos Sainz 7e. Fernando Alonso 8e. Nico Hülkenberg 9e et Sergio Perez 10e. On a perdu 2 pilotes, Alex Albon et Kevin Magnussen. Alors, François, j'ai eu un blanc de mémoire. Moi, c'est ça, bon nom, François. Ouais, bonjour François, moi je m'appelle Abdou, enchanté. Enchanté. Puis j'avais ta performance, contre-performance et moment cocasse. Ben, la performance du jour, c'est sûr qu'avec la domination avec laquelle Lando Norris a coursé, c'est assez dur de dire, de choisir quelqu'un d'autre, mais maudit qui était stressant à regarder des fois. Je te dirais au moins à 4, 5, 6 reprises, soit c'était vraiment proche du mur, soit carrément le touche. Dans les quelques derniers tours, là, tu voyais qu'il commençait à avoir de sa finisse une coupe de dérapage contrôlée ici et là. Bon, je pense vraiment pas qu'il est en danger, là. C'est peut-être plus que, évidemment, avec toute la chaleur, l'humidité, etc., peut-être que lui-même a commencé un peu à pas être fatigué, mais à perdre un petit peu là, son haut niveau de concentration. Mm-hmm. Max Verstappen, dans les circonstances, fait bien. C'était quelqu'un qui a toujours eu de la difficulté à Singapour. Fait que ça, c'était intéressant. Oui. Puis je vais dire aussi, les deux Saubers qui n'ont pas fini dernier, félicitations. Toujours pas de points, mais regarde, faut commencer à quelque part. Ben, c'est ça. On les a pas tellement vus as usual, mais au moins, ils finissent pas dernier en quelque sorte. Ouais. Puis, bon, c'est sûr, les deux Ferrari avec les positions qu'il y avait au départ, ce que j'appelle un limiter les dégâts, là, ça a bien été fait, même si jamais à un certain moment donné, l'ingénieur de course de Charles Leclerc lui a foutu la chienne un petit peu, hein, lui disant que Russell devant était premier et Charles qui disait « Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? » Ça, c'était même un des moments cocasses. Bon, aussi, un autre moment cocasse, bon, David Coulthard et Lando Norris, là, l'entrevue après course, ça, c'était un beau moment. Je comprends qu'évidemment, Lando il est beaucoup dans le spotlight cette année, vu la position dans laquelle il se trouve, puis que ça fait ressortir un peu ses haters. Mais c'est ce genre de moments-là pour lesquels
oui, c'est quelqu'un qui est très, très intense, il est British dans l'âme. C'est quelqu'un qui est très, très expressif, qui a qui dit ce qu'il pense, puis qui se laisse pas trop. C'est pas du genre à s'excuser pour dire ce qu'il pense, disons. Mais il y a des moments même où que Lando Norris, sa personnalité ressort, son côté jovial, son côté comme c'est quelqu'un qui aime avoir du plaisir. Donc ça, j'ai trouvé ça un beau moment là, quand David Coulthard lui verse la bouteille sur la tête et ensuite de ça, Lando qui dit ah ouais, puis il va donner une sorte de câlin pour le mouiller en retour. Oh, oui. Je trouvais ça. Ouais, c'était un beau petit moment. Contre-performance, je pense que vraiment c'est Mercedes par la stratégie qu'elle a donnée à Lewis Hamilton. C'était pas beau. On a commencé sur les softs. Quand tu pars troisième, le minimum que tu veux, surtout dans un contexte comme celui-là, le minimum aurait été de terminer dans le top 4, top 5. Mais là, on se retrouve sixième. Je pense vraiment pas que c'était 45 tours à la fin sur les gommes dures. Ils ont donné aucune chance à Lewis vraiment de se battre. Je crois que c'est le plus long stint. Non, c'est pas vrai. Carlos Sainz a fait 49 tours sur les durs. Fait que, c'est extrêmement difficile. Déjà que au début, à un certain moment, moi j'écoutais sur F1 TV et il disait que les hard ne plaisaient pas à plusieurs pilotes. Donc, c'était... En tout cas. Ouais. Et contre-performance, Yuki Tsunoda et Alex Albon. Alex Albon, en fait, s'est fait avoir carrément par Colapinto au début. Et puis, lui, c'est la première fois vraiment que je trouve qu'Alex Albon, honnêtement, est déplacé. Là. Il s'est fait avoir par son pied. C'est pur et simple. Bon, Colapinto ramasse pas de points, malheureusement. Mais bon, honnêtement, avec ce qu'il y avait sous la main, a très, très bien fait aussi. Ouais. Ah, j'ai oublié, Nico Hülkenberg a terminé devant Sergio Perez. Je veux dire, c'est une grande performance de Hülkenberg et une contre-performance de Perez par défaut. Il n'a jamais été capable de dépasser Nico, donc c'est ça. Oui. Non, écoute, moi, j'ai les mêmes... je dirais j'ai les mêmes, en fait, évaluations. Performance du jour, Norris. Colapinto, dans les circonstances, vu que c'est son premier Grand Prix, on en reparlera un peu plus tard, a très bien fait dans les circonstances. Contre-performance, Sergio Perez qui n'a pas été capable de maximiser encore plus. Mention honorable à Nico Hülkenberg pour sa belle course. Mercedes aussi pour l'ensemble de la stratégie. On en reparlera aussi. Moment cocasse, c'est ce fameux lézard à la séance d'essai à la troisième séance d'essai qui a provoqué un drapeau rouge temporaire. Et puis, vous allez voir, c'est pas mal disponible là, sur les réseaux sociaux. Et c'est probablement comme ça que j'ai couru dans les derniers mètres lors de mon 5 km du marathon de Montréal. Il a fait un triple purple pendant que les commissaires de course essayaient de l'attraper. Non, j'ai vu ça sur les médias sociaux de la F1 qui ont fait un petit montage où oui. il disait and the lizard goes triple purple for the fastest lap. Wow. C'est quand même amusant. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, il y a Jean-Sébastien Barbeau qui ne pouvait être là aujourd'hui à l'enregistrement de l'après-course, mais il nous a envoyé ses évaluations. Évidemment, il me les a données pendant la course parce qu'il devait quitter plus tôt. Cependant, il nous a laissé une belle surprise pour le moment cocasse. Donc, je vous fais ça écouter à l'instant. Salut Abdou, salut tout le monde. Voici mon bulletin d'après-course. Performance du jour, Lando Norris. Au moment où je regarde le Grand Prix, je suis au 27e tour. Il mène par 22 secondes sur Max Verstappen. C'est évident que c'est lui. Ça pourrait être aussi Franco Colapinto, parce que franchement, en 7e position avec les arrêts, là, en réalité, je pense qu'il est plutôt 8e ou 9e. Il fait une performance de fou. Puis son dive bomb au premier tour était
incroyable. Contre-performance du jour, sans doute Lewis Hamilton avec Checo Perez. Dans le cas d'Hamilton, c'est pas simple. Dans le cas de Perez, c'est une accumulation qui dure depuis quelques années. On le sait. L'élément un peu humoristique que j'ai pour toi, Abdou, c'est pas tant un élément drôle, mais c'est plutôt j'ai l'air d'un foin. Et mon j'ai l'air d'un foin aujourd'hui, je vais le remettre à Flavio Briatore. Et non pas parce qu'on est à Singapour, lieu du Crashgate, mais Flavio Briatore est un homme riche, très riche. Il est milliardaire, on le sait. Il a fait sa fortune notamment en étant directeur marketing de Benetton. Il était aussi directeur de l'équipe sportive de Benetton. Donc, Briatore connaît bien la business et souvent s'associe sur certaines idées que Donald Trump peut avoir, notamment sur l'idée de faire du marketing. Donc, on sait du très bon marketing, évidemment. Et donc, Flavio Briatore a notamment une chaîne de pizza. Je sais pas si tu le savais. Moi, en tout cas, je le savais pas jusqu'à cet élément-là qui fasse dans la presse italienne et qui fasse un petit peu les choux gras de la presse italienne. Il a une chaîne de pizza de luxe qui s'appelle Crazy Pizza. Pour donner une idée, il y a des locations. On peut trouver des franchises à Londres, Milan, Monte-Carlo, Rome, Doha, Koweït, Riyad, Catane, Bahreïn, Saint-Trope, Naples et bientôt à Saint-Moritz, New York et Belgrade. Et c'est celui de Naples qui est intéressant. Et je te reviens pour t'expliquer ça en détail. Il faut savoir que le Crazy Pizza vend des pizzas de luxe. Et c'est un endroit où on mange disons de façon extravagante, de luxe. C'est la fête. Et les pizzas coûtent entre 10 à 110 euros. Oui, 110 euros. Parce que le prix de la pizza, ils te mettent de la truffe, puis ils te font des trucs, puis bon, tu vois le genre. Sauf que notre ami Flavio Briatore, en fait, il s'est mis les pieds dans les plats cette semaine dans la magnifique ville de Naples. Et c'est pas la première fois, en fait, parce que Flavio Briatore, en 2022, avait dit que la pizza napolitaine, c'était essentiellement un bloc de pâte avec une sauce tomate bon marché. Et ça avait fait réagir fortement les gens de Naples parce que Naples, c'est une ville qui en arrache un peu, c'est une ville populaire, c'est une ville où on s'entraîne beaucoup. Et là-bas, on peut acheter des pizzas napolitaines pour 4 euros. Sauf que là, Flavio Briatore en a rajouté une couche cette semaine parce qu'il a ouvert son Crazy Pizza à Naples sur front de mer, etc. Et beaucoup de pizzaiolos bien réputés ont dénoncé l'arrivée de cette chaîne un peu cheapette. Et Flavio a rajouté une couche à la question en lui demandant qu'est-ce qu'il pensait de la pizza napolitaine. Il a comparé la pizza napolitaine à un chewing-gum. Donc Flavio Briatore, j'ai l'air d'un foin. Alors, merci beaucoup Jean-Sébastien. Et puis, j'ai été très surpris d'apprendre ça à propos de Flavio. Quel homme! Note. Donc, on va parler maintenant de quel homme, sans sarcasme, Lando Norris. Quelle domination dans les circonstances. Il a été absolument en forme ce week-end. C'était le Grand Prix qui était fait pour lui ce week-end, en quelque sorte. Oui, je pense que, si c'était pas de son ancien coéquipier, Daniel Ricciardo, qui va lui voler le tour le plus rapide à la toute fin, je crois que ça aurait été je crois que c'est ça, un Grand Slam. Oui. Paul mène c'est ça. Paul, victoire, mène tous les tours, tour le plus rapide. Il manquait juste ça. Ouais. Et ça aurait été, je crois, le premier grand chelem de McLaren depuis 98. Qui est quand même incroyable. Mais non, écoute, mais malgré tout ça, il a réussi, comme je disais un peu plus tôt, à faire peur à aux fans de Formule 1 à quelques moments. Il y a avant son arrêt, il est passé drôlement proche du mur. A fait faire un Freedom Tower de lui-même. Donc, non, je trouve personnellement que pour l'écart de ça va d'où? Je pensais pas qu'il allait plugger ça dans le podcast, mais il l'a fait. Je trouve
que ça n'a pas été une opération parfaite du tout de Lando Norris. Comme je disais, quelques dérapages, quelques close calls avec les murs. Il y a une fois où que littéralement, là, pour compléter un dépassement, je crois que c'était pour dépasser Colapinto, s'est retrouvé en bonne partie en dehors de la piste, alors que c'est un drapeau bleu. Donc, tu sais, je veux dire, attends pour un prochain virage, là. T'as pas le tata, là. Il y avait 25 secondes d'avance sur Verstappen, là. Il était pas dans le trou. Puis regarde, je veux dire, tu termines quoi? 45. Écoute, il aurait pu finir 50 secondes devant Piastri. Mais bon, il a vraiment levé le pied à la fin. Fait que, je pense que ça démontre très, très bien le genre de rythme qu'il avait. C'est sûr que Piastri a un petit peu été ralenti en devant se battre pour ses positions. Mais bon, regarde, du moment où il était rendu hors de 4-5 secondes devant Verstappen, c'était déjà réglé. Il fallait juste se rendre à la fin. Puis Max avait littéralement aucune réponse. C'était simple comme ça. Regarde, on va revenir, je pense qu'on va revenir un peu plus tard sur le point du tour le plus rapide, là, mais some shenanigans going on there. Ouais, ben écoute, je pense que j'ai vraiment adoré. Je donnerais un 8 sur 10 pour l'ensemble du week-end à Lando Norris, quoique, évidemment, j'ai pas vu la séance de qualification dans son ensemble pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt. Non, j'ai pas allé voir le lézard, mais... il a été vraiment... Norris, c'était vraiment son week-end. Je crois que, évidemment, ça montre que il est capable d'être dominant. On l'a vu aux Pays-Bas aussi. Mais il va falloir qu'il soit un peu plus, pas confiant, plus concentré parce que cette erreur au virage 14 dans le premier quart, enfin, dans la première partie de l'épreuve, ça aurait pu être une course carrément terminée. Soit il revenait avec un aileron endommagé ou une suspension endommagée. Ça, c'est certain. Ensuite, à l'ancien virage du Singapore Sling, il aurait pu carrément mettre fin à sa course aussi de la même manière que George Russell l'a fait l'année dernière à ce même endroit. Et le dépassement prendre un tour à Franco Colapinto, c'était correct, mais c'était un risque. Un dive bomb comme ça, c'était vraiment pas nécessaire. Parce que de toute façon, il aurait été... Si les deux s'étaient accrochés, c'est lui qui aurait été le plus grand perdant de toutes les manières. Ben oui. Alors, ce n'était pas nécessaire. Il avait déjà une avance de plus de 20 secondes dans les derniers tours. Alors, on l'a même averti à la radio de juste faire attention parce que Oscar Piastri avait eu la même situation dans la bataille entre Hülkenberg, Perez et Colapinto. Je pense là-dessus, il pouvait juste attendre d'avoir le DRS et dépasser Colapinto à la ligne de départ arrivée. Ouais, exact. Puis, tu sais, je trouve que Will Joseph lui a passé un message très clair, c'est « chill out and take a drink », là. C'est comme, reste focus, reste sur la piste, roule pas les murs, t'as pas de besoin. C'est pas grave là, si jamais tu perds un quart ou un tiers ou de seconde là, en ce moment. Malgré ça, t'es encore plus vite que Max, même si jamais tu coupes ce petit temps-là. Regarde. C'est des fois, là, les pilotes, quand ils sont dans un rythme, tu peux pas les enlever de ça parce que l'affaire, c'est que si jamais ils commencent à trop penser, c'est là que tes erreurs viennent. Mm-hmm. Il y a beaucoup de grands champions, des Schumacher, des Hamilton, etc., qui disent la même chose. Essayer de ralentir pour se préserver, c'est presque plus dangereux que pousser. Parce que t'es pas habitué à conduire de cette façon-là. T'es habitué à conduire avec un pace qui est, disons, en qualif, t'es au fond, puis en course, t'es comme à 80-85%. Mm-hmm. Puis, si jamais tu sors de cette zone de confort-là,
automatiquement, tes réflexes partent un petit peu. Mais regarde. Bon, il s'est rendu à la ligne d'arrivée, c'est correct. Le prochain circuit n'est pas un circuit urbain. Alors, il n'y a pas de mur ici et là pour, pour aller frôler, si on veut. Mais c'est dans un mois. Fait que ça va être long. Ouais, mais on a amplement de temps, en fait. Mais il y a Max Verstappen qui finit deuxième. On l'a dit, c'était pas un circuit où on attendait de voir Red Bull aussi bien performer. Verstappen qui se qualifie deuxième, déjà, c'était bien parce qu'il y avait peut-être une chance de faire un bon départ et de vouloir contrôler l'épreuve, mais de toute façon, on aurait eu le même scénario que ce qu'on a eu aux Pays-Bas où Norris allait probablement le dépasser. Mais peut-être moins facilement, par contre. Mais je pense que ça serait arrivé quand même. Là. Mais, je dis bien, mais ce n'est pas sa deuxième place qui retient l'attention. C'est plutôt ce qui s'est passé jeudi en conférence de presse et la suite qui s'est produit, en fait. C'est que en conférence de presse, Max Verstappen a décrit, en fait, l'ensemble de sa performance au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et je prends un extrait de la citation et je le dis en anglais. Il a dit « The car was fucked ». Il a dit explicitement « The car was fucked ». Et vendredi, après la séance d'essai libre, on a reçu un document de la FIA mentionnant que Verstappen a été condamné à entreprendre des travaux d'intérêt public pour l'usage de ce langage. Évidemment, ça ne vient pas... Tu sais, ça paraît plutôt... C'est sévère, mais c'est que durant la semaine, il y a le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, qui a souhaité à ce qu'il y ait moins de sacres durant la diffusion des courses de Formule 1, sous-entendant que les pilotes ne sont pas des rappeurs. Belle comparaison à faire. Genius. Bref, après la séance de qualification, et ça, c'est parce que je rappelle, j'ai pas vu l'entièreté des qualifications, mais Verstappen a très peu parlé lors de la conférence de presse officielle de la FIA. Et ensuite, je pense que c'était après, il y a eu un scrum, comme on le voit souvent dans au hockey ou au football ou whatever. Il y a eu un scrum où il a parlé un peu plus. Donc... Ouais. Donc... Moi, moi, très honnêtement, je trouve que c'est je pense qu'on va peut-être se rejoindre, François. La sanction de travaux d'intérêt public, elle est absolument stupide comme ça se peut pas. Parce que, juste pour donner un contexte, c'est la même genre de sanction que Verstappen a reçu quand il avait poussé Esteban Ocon après le Grand Prix du Brésil, lorsque les deux s'étaient accrochés. C'est le même genre de sanction. Et dans le passé, parce qu'il y a eu des précédents, je repense entre autres à ce qui s'est passé à la conférence de presse de Monaco en 2024 avec Charles Leclerc, je pense, qui s'est échappé, qui a dit quelque chose. Avertissement. Ensuite, il y a eu le fiasco de la FP1 à Vegas, où tu avais Fred Vasseur qui était énervé parce que une de ses voitures a été endommagée à cause de la FIA et tout qui n'avait pas bien respecté. Ouais. Exact. Et tu as Toto Wolff qui faisait son sell-out pour défendre en fait le Grand Prix de Vegas et qui a littéralement échappé au juron aussi. Résultat, avertissement. Donc, moi, je trouve que
Le fait que Mohamed Ben Sulayem dise mais je veux voir moins les pilotes sacrés, que qu'il y ait moins de sacres diffusés à la radio, alors qu'ils le sont déjà censurés. Je trouve que c'est tellement mineur comme désir que ça a tout simplement explosé parce que c'est Max Verstappen qui a été puni pour ça et la sanction pour une infraction aussi mineure semble plus sévère. Je me serais attendu à une amende. Tu sais, le genre d'amende que John Tortorella pourrait recevoir parce que lui, sa grande bouche, elle se fait voir assez souvent. Mais Max Verstappen, dans le contexte où il dit « The car was fucked », oui, il utilise le F-word. Je comprends qu'il doit y avoir un décorum, mais de là à vouloir faire des travaux d'intérêt public pour ça, je trouve que c'est du zèle comme ça se peut pas. C'est de la crise de marde. Et d'ailleurs... language. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la FIA va faire avec ça? Hein? Il va me demander de faire des travaux d'intérêt public. Si c'est le cas, fine. Ça va me faire une visite dans les paddocks gratis dans n'importe quelle course officielle de la FIA. Tant mieux, je vais le prendre. Je pourrais même sacrer jusqu'à la fin. Mais juste pour dire au total, c'est carrément ridicule comme non seulement comme volonté, alors qu'il y a d'autres, il doit y avoir d'autres priorités plus importantes que de se concentrer sur des sanctions. Le fait de vouloir comparer à des rappeurs, je trouve que c'est trop stéréotype, alors que il existe des chanteurs qui utilisent des jurons ou d'autres types du genre. Et surtout, et la sanction aussi, elle est amplement stupide. There I said it. OK. Moi, personnellement, je crois, puis tu sais, je ne défends pas la FIA, mais je pense que la raison pour laquelle Max Verstappen a mangé la claque, c'est parce que quelques jours plus tôt, Ben Sulayem a littéralement dit « J'aimerais qu'on arrête de sacrer pour rien, qu'on arrête de sacrer, puis qu'on adopte un langage un peu plus propre. » Oui. Je pense que lui, ce qu'il a compris, c'est que Max l'a un peu challengé en utilisant le mot à sa toute première apparence publique, directement après ça. Je pense que ça a vraiment été ce qui a un peu énervé la FIA. Cela dit, je veux dire, on essaie de vendre la F1 comme étant un show. On essaie de vendre les pilotes comme étant des personnalités. Drive to Survive a été bâti littéralement sur l'émotion, le langage coloré, le show qu'est la F1, essayer de le présenter dans son ensemble. On a vu tous les pilotes à peu près utiliser du langage coloré, même si certaines fois censuré, certaines fois ne l'était pas. Je peux te rappeler une fois que ça n'a pas été censuré, le Fox Smash de Gunther Steiner, qui est devenu un meme. Ça a littéralement amené de l'attention sur la F1 parce que c'était drôle. Oui. Tu sais, je veux dire, puis l'autre chose, là, quand tu as des pilotes comme Max Verstappen, comme Yuki Tsunoda, des Perez, des gars comme ça, qui sont pas trop du genre à surveiller leur langage, si on veut, sur la radio. Évidemment, là, je pourrais t'en nommer quelques autres. Fernando Alonso, etc., que c'est pas du genre à penser 2-3 fois avant de pied sur le bouton pour parler à la radio. Mm-hmm. Je veux dire, laisse les pilotes être. Puis l'autre chose, c'est la F1 elle-même qui contrôle le TV director qui décide quel message passe à la télé. Ouais. Fait ne les pas à la télé si jamais il y a des sacres. Puis c'est censuré. Il est censuré. Puis si jamais tu n'es pas encore content, mets-les juste pas. Voilà. Ou crop le audio clip, puis enlève le mot. Je veux dire, la F1 a plein contrôle sur ce qui se passe à la télé, OK? Puis, la FIA a tellement d'autres problèmes à régler depuis le départ de Charlie Whiting, sa mort malheureuse. Il y a tellement d'autres problèmes qui planent autour d'un point de vue
constance des règlements, application des règlements. Sécurité en piste, honnêtement, je pense que tout ce qui est règlement de piste, ça, c'est quand même assez bien fait. Bon, on pourrait parler de la pénalité que Carlos Sainz a eue, mais regarde, c'est un règlement noir sur blanc, tu ne traverses pas la piste. Ouais. Regarde, ça, c'est des choses qui sont correctes. Le monde chiale parce que, c'est ridicule. Regarde, le règlement est là, les pilotes le savent tout. Ouais. Fais-le pas, OK? Attends, regarde, c'est simple. Tu dois avoir l'autorisation verbale d'un commissaire pour traverser la piste, ou sinon, t'attends. Ou sinon, regarde, c'est simple de même. Il n'y a pas d'excuse. Puis, en tout cas, mais d'un point de vue vraiment, tu sais, application des règlements de course, c'est ridicule. Moi, je trouve que le fait que tu n'aies plus de pénalité de 5 secondes, essentiellement pour c'est tout rendu des 10 secondes. Il y a des fois que, tu sais, je donne un exemple, Magnussen en Italie, regarde, c'est un 5, mais pas un 10, là. Ouais, mais... Oui, vas-y. Tu comprends mon point que, genre, en ce moment, là, il essaie tellement trop d'avoir le contrôle que ça fait en sorte que des fois, tu vas way over pour des choses qu'il ne mérite pas. Puis des fois, tu es comme, ouais, mais en tout cas, moi, je suis plus agacé par la constance puis le type d'application des règlements que fait la F1. La seule chose que je trouve, honnêtement, dans les dernières années qui est bonne, qui a été faite depuis le départ de la mort de Charlie Whiting, c'est les lignes blanches. C'est simple, en qualif, tu sors, ton tour n'est pas bon. Regarde, ça, cool. La track, c'est ça. Ouais. Au lieu de, tu sais, on voyait en 2018, 19, 20, là, des tours à Spa où que littéralement, tu as 4 roues qui sont 40 cm en dehors de la ligne blanche, puis tu sais, c'était un tour valide. C'est ridicule, ça faisait aucun bon sens. Ouais. Mais à part ça, pour vrai, là, la FIA devrait commencer à regarder ce qui se passe de leur côté avant de commencer à blâmer pour des trucs futiles. Exact. Au lieu de blâmer les pilotes pour ne pas se conduire comme des robots. Le hockey, en ce moment, est un sport qui est relativement plate, où que les gens ont de la misère à connecter avec les athlètes, les joueurs, parce que c'est tous des robots. Ils parlent comme des cassettes pre-recorded. Ça fait en sorte que quand tu as un coach comme John Tortorella, qui parle un petit peu de façon plus colorée, tandis qu'il se retrouverait dans la basse moyenne dans un sport comme le football, ou pas le football, mais le basketball, excuse. Tu sais, Tortorella ne sortirait pas du lot au basketball. Là. Ouais. Mais le basketball, la NBA a décidé, regarde, on va laisser les athlètes être leur propre brand, leur propre personnalité. Ouais. Fait que là, en ce moment, la F1 est en train d'essayer d'écraser ça, tandis que c'est ce qui a fait le succès de Drive to Survive, qui a amené la F1 a presque triplé ses profits dans les 5 à 7 dernières années, si on veut. Ouais. Fait, je veux dire, donc, regarde, laissez les pilotes être eux-mêmes, puis regarde, si jamais ça se vire en insulte, littéralement, OK, fine, là, à ce moment-là, tu fais quoi? Mais quand c'est juste que tu utilises un langage coloré pour décrire une situation, je veux dire, arrête. Là. Ça devient du zèle, ça devient futile. Puis, tu parles non, c'est ça. Écoute, bon, on va. Je pense qu'on a fait on a émis notre point. Maintenant, on va retourner sur quelqu'un qui est beaucoup plus calme, Oscar Piastri, qui lui a été assez efficace aujourd'hui, autant peut-être dans le langage, mais surtout dans sa conduite, qui finit 3e. Donc, il s'est qualifié 6e, si je ne me trompe pas. 5e. Mais je pense qu'il a perdu une place au départ de Nico Hülkenberg au départ. Il l'a reprise aussi. Et ce qui a surtout aidé, c'est d'avoir dépassé les 2 Mercedes pour se retrouver sur le podium. Ouais. Pour vrai, bon travail de sa part. Je pense que c'est le pilote qui est resté le plus longtemps sur les gommes médiums. Faudrait que je vérifie, là, mais je vois ici 38 tours, ce qui est énorme. Je pense vraiment que, McLaren espérait une safety car, un peu comme toi, Abdou. Pour essayer d'avoir un cheeky pit stop pour aller chercher un 1-2. Parce qu'honnêtement, je pense qu'il savait que Piastri, la victoire, c'était littéralement impossible, là, à moins qu'il se passe une catastrophe avec
avec Lando, qui a failli arriver, mais bref. Je pense vraiment que McLaren, le but, c'était d'y aller long, espérer un safety car au bon moment, avoir un cheap pit stop, passer devant Max, puis après ça, essayer de le garder en arrière, puis peut-être même de le pousser vers les Mercedes, les Ferrari pour essayer de le mettre dans le trouble, pour donner un avantage à Lando. Ça, honnêtement, tu sais, quand on parle de Piastri qui allait devoir aider Lando, ça en était une situation. Puis Oscar, c'est pas quelqu'un qui est doux sur ses pneus. Fait que rester 38 tours sur ses médiums, ça l'a fait travailler. Mais le fait qu'il s'en soit si bien sorti, puis même a gagné un peu par rapport à ça, parce qu'il s'est retrouvé sur le podium. Félicitations à lui. Je ne l'ai pas mis comme un de mes pilotes du jour, mais franchement, c'est peut-être celui qui avait le travail le plus dur à faire. Parmi là, les autres top 8, là, top 7, top 8, parce que bon, Perez est retourné à voir ses amis du midfield. Donc, dans le top 7, je pense vraiment que Piastri est celui qui a eu à travailler plus fort pour son résultat. Ouais, effectivement. Et puis, vraiment, la stratégie j'allais dire, la stratégie d'Undercut, parce qu'elle était forte à Singapour, n'a pas fonctionné comme il le souhaitait, mais au moins Piastri a réussi 2 beaux dépassements à l'extérieur au même virage sur les 2 Mercedes. Alors, ça lui a permis d'inscrire un autre podium, ce qui est une bonne chose aussi, non seulement pour lui personnellement, mais aussi au championnat des pilotes, mais aussi au championnat des constructeurs pour consolider l'avance que McLaren a sur Red Bull au championnat des constructeurs. Par contre, on va parler de l'autre Australien, Daniel Ricciardo, et je ne sais pas si... je pense que ce sera la dernière fois qu'on va parler de Daniel Ricciardo dans ce podcast en guise d'après-course, parce que juste avant d'enregistrer l'épisode, j'ai écouté l'entrevue qu'il a donnée à Lawrence Barretto dans le TV Pen, dans la zone mixte, en fait. Et Ricciardo, qui a fini 18e, semblait plutôt émotif parce que, évidemment, il y a de fortes rumeurs comme quoi il serait remplacé par Liam Lawson d'ici le prochain Grand Prix qui est aux États-Unis à la fin du mois d'octobre. Il risque probablement de le perdre. Et si c'est le cas, ben, il quitte avec le meilleur tour en course. C'était pas une course fameuse, mais justement, on va parler du point du meilleur tour parce que il a pris ce qui appartenait à Lando Norris et un point boni qui allait être probablement important pour Norris, et là qu'il l'est un peu moins parce que dans les circonstances, et je crois que je l'ai envoyé, la statistique de Sean Kelly, le grand statisticien de la Formule 1, le meilleur tour de Daniel Ricciardo veut dire que Max Verstappen va s'adjuger du titre s'il finit 2e, Lando Norris dans tous les Grands Prix et sprint, peu importe ce qui arrive avec le point boni du meilleur tour. Alors, on pourrait dire stratégiquement, Daniel Ricciardo vient d'aider Max Verstappen dans la conquête d'un 4e titre. Oui. Regarde, c'était... OK. Est-ce que ça a l'air un peu louche, le fait que ce soit l'écurisseur de Red Bull qui ait un petit peu aidé le pilote vedette de Red Bull dans cette situation-là? C'est sûr que ça a l'air un petit peu louche et désagréable, mais je pense en même temps que même si jamais il coursait pour Alpine ou peu importe, dans le contexte qu'on connaît maintenant, que Daniel Ricciardo, probablement, écoute, quand c'est rendu que la F1 elle-même l'écrit sur ses médias sociaux, que Daniel lui-même ne nie pas cette rumeur dans ses entreprises, je pense que tout le monde le sait ce qui s'en vient. Ouais. Fait qu'à moins d'un énorme changement, je pense que
on sait qu'est-ce qui s'en vient pour lui. Cela dit, ce que j'étais pour dire, je pense que si jamais avait été avec une autre équipe comme Haas, comme Alpine, etc., puis tout le monde le savait qu'il était pour être remplacé après cette course-là. Ouais. Donne-y donc un petit moment pour terminer sa carrière, probablement, parce que, regarde, je pense que c'était sa 3e, 4e chance, ça, ici. Après McLaren, je pense que déjà, c'était du moment où il a été remplacé par Piastri, je pense qu'il vivait sur du temps emprunté un petit peu. Ouais. Il y a eu quelques beaux moments. Mexique l'an dernier. Il y a eu aussi la sprint à Miami cette année. Tu sais, des moments qui nous laissaient croire. Oui, Montréal. Des moments qui nous laissaient croire. Écoute, Danny Rick a encore cette capacité-là d'être un bon pilote. Mais je pense vraiment qu'avec les grosses voitures aujourd'hui, le poids de ces voitures-là, c'est quelqu'un qui était à l'aise avec des voitures un petit peu plus légères. On le voyait en 2017, 18, 19, tu sais, quand il était capable un peu d'attaquer avec des voitures un peu plus maniables, un peu plus un petit peu plus agiles, avec ces fameux dive bombs, ces late breaks. Il y a une raison pour laquelle ce gars-là s'est fait sa réputation. Enfin, au-delà de sa personnalité, c'était son courage par rapport à ça. Mm-hmm. Puis avec des voitures de presque 800 kilos, qui sont larges, qui sont longues, qui sont grosses, ouais. C'est beaucoup plus difficile à faire. Donc, je pense que cette force-là qu'il avait a été largement étouffée par les réglementations qui ont évolué au cours de sa carrière. Ouais. Cela dit, je crois que, bon, avec Red Bull, la voiture peut-être lui convenait. Avec Renault, il y a eu certains moments. C'était beaucoup moins, il était beaucoup moins souvent à l'avant, mais il y avait encore certains moments où tu voyais qu'il était là, il était capable d'être compétitif. Oui. Mais que l'arrêt de la voiture n'allait strictement pas dans son sens. Ça, c'était très clair. Il y avait quelques courses qu'il réussit à bien faire, mais de façon générale, il se battait plus avec la voiture qu'avec ses rivaux. Puis avec ARB, comme je l'ai dit, quelques petits bons flashs ici et là. Ouais. Mais son style vraiment ne convenait pas. Yuki Tsunoda, lui, de l'autre côté, a essentiellement appris à courser en F1 avec ce type de voiture-là. Donc, son apprentissage, un petit peu, tu sais, j'essaie pas de défendre un versus l'autre, mais quand tu grandis dans un environnement X, c'est sûr que tu développes des réflexes, des automatismes qui vont dans ce sens. Ouais. Alors que c'était pas le cas pour Daniel Ricciardo. Je lui souhaite sincèrement de faire ce qui lui plaît. Parce que, bon, on sait à quel point c'est un passionné des États-Unis, etc., que c'est un gars qui aime le show. Donc, si jamais, tu sais, pour lui, c'est le NASCAR, peu importe, le IndyCar, n'importe quoi, des séries américaines, tant mieux. Je pense qu'honnêtement, il va être capable de s'épanouir. Mais j'espère aussi, très honnêtement, je regarde comment certains anciens pilotes sont pertinents et compétents comme pundits, si on veut. Évidemment, c'est pas tous, là, mais tu sais, je regarde à quel point la grande majorité du temps, les interventions de Nico Rosberg sont pertinentes. Ouais. Tu sais, je sais que c'est pas le préféré de personne, mais Jolyon Palmer aussi a quand même certaines forces. David Coulthard, super pertinent. Puis l'autre chose, c'est que Daniel Ricciardo, en nombre, pour vrai, serait super intéressant parce que c'est quelqu'un qui, par sa personnalité, était proche de presque tous les pilotes. C'est quelqu'un qui a des histoires à raconter. Et c'est quelqu'un qui a gagné souvent, qui a côtoyé des gagnants. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y aurait quelque chose de super pertinent à amener à la diffusion si jamais l'opportunité lui est présentée. Puis pour amener de l'attention sur la F1 par son travail comme commentateur, analyste, pandit, peu importe. Donc, je lui souhaite quand même que après sa carrière sur la piste, si jamais il le souhaite, que quelque chose puisse s'ouvrir pour lui en F1 du côté de la télévision, des médias. Oui.
Et d'ailleurs, il y a justement, j'ai trouvé un tweet de Race qui est sorti il y a genre une dizaine de minutes. Et c'est sorti, en fait, on parle de sa relation avec Max Verstappen comme personne et surtout comme ancien pilote. À Sky Sports F1, il disait, après le Grand Prix du Japon l'année dernière, donc qui était à cette même période de l'année, il recevait beaucoup de critiques et il était un des seuls qui lui a dit, mate, garde la tête haute, on sait de quoi tu es capable. Et surtout, n'écoute pas le bruit externe. Donc, il a beaucoup de respect et d'amitié envers Max Verstappen. Et peut-être ça fait la transition vers ce fameux point du meilleur tour aussi. Parce que, carrément, Ricardo, si tout va bien, selon ce qui a été dit avant concernant le reste de la saison, vient peut-être de donner le titre à Verstappen. Donc, c'est probablement un au revoir triomphant en quelque sorte pour Ricardo. Et ce qui a amené beaucoup de questions concernant justement l'utilité d'une écurie sœur satellite qui aide l'écurie mère, entre autres, à justement empêcher une autre équipe ou un pilote justement d'aller chercher un point boni. Donc, dans le cas de Ricardo, c'est RB avec la connexion avec Red Bull. Rapidement, François, toi, est-ce que tu crois que c'est et je sais que Zach Brown était carrément quelqu'un qui était contre cette idée d'avoir deux équipes de la même entreprise en quelque sorte. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou bien tu penses que c'est juste peut-être trop réactionnaire vu la circonstance dans la course au titre? Ben, comme j'ai dit un peu plus tôt pour moi, dans cette situation-là, je pense que Daniel Ricciardo aurait eu sa chance de faire son tour rapide, peu importe avec laquelle il était, à mon avis. OK. Donc ça, je pense que regarde, c'était un petit peu comme lui dire hey, va avoir du fun. Là, ça a beau être la fin, mais tu sais, quitte la tête haute. Je pense que vraiment, c'était l'opportunité qu'il avait été offerte. Je pense honnêtement, il y a peut-être un petit peu des deux. Fait, est-ce que c'est légitime dans une compétition, dans une série de compétition, d'avoir des intérêts partagés? Non, ça devrait jamais arriver. De la même façon que, pour moi, une écurie comme Haas devrait seulement recevoir ses composantes du groupe moteur de Ferrari. Pas des composantes aérodynamiques, pas des composantes de châssis. Choses comme ça, là, c'est bizarre. On l'a vu aussi dans les dernières années, Aston, Racing Point, qui soudainement avait des pièces drôlement similaires à Mercedes. La Pink Mercedes. C'est ridicule. Puis on sait très très bien que Lance Stroll et Toto Wolff, et probablement qu'ils se sont parlé à ce sujet-là. C'est deux grands chums. Ils ne le cachent pas trop. Là, je pense que c'est peut-être un petit peu moins depuis que Aston a décidé de s'allier avec Honda, mais bref. Je trouve qu'il y a beaucoup trop tu sais, un peu comme du body-body en F1. Regarde, j'aime ça avec les pilotes. Personnellement, j'ai aucun problème que des pilotes se respectent et tout, puis que ça gasse. Les meilleurs exemples, c'est Carlos Sainz, Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris. C'est tous ces gars-là, Alex Albon, George Russell. On dirait comme que tous ils ont tous un lien entre eux autres, puis ils ont une camaraderie. Ça, c'est correct honnêtement. Tu voyais l'an dernier quand les employés de Red Bull et de Ferrari se collaient des collants de leur écurie sur les vêtements de l'autre, etc. C'est comique. Est-ce que
c'est trop body pour certains qui sont trop plus riches. Oui, mais regarde. Le monde a le droit d'avoir leur fun aussi. Mais du moment que ça devient un risque à l'intégrité compétitive, moi, c'est là que je débarque. Dans un cas comme ça, honnêtement, si jamais Lando Norris perd le championnat par un point, ben, il avait juste à garder sa place en vie. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ah. Mais regarde, il pourra dire sa radio, là, thanks guys for Hungary. Si jamais il perd par 1, 2, 3, 4, 5 points, là, ça ne sera pas le tour le plus rapide. Je pense qu'il ne pensera pas à Daniel Ricciardo si jamais il perd le championnat par un point. Ou il pourrait penser à ses départs qu'il a ratés aussi, qui lui a valu. Au-delà de ça, regarde. Au-delà de ça, l'exemple le plus flagrant, là, c'est comment McLaren a complètement regardé outre l'intérêt de sa lutte avec Verstappen. Donc, c'était pire que ça. Ouais. Puis, bon, on en a déjà parlé à quel point que je trouve c'était un peu cochon de lui demander de faire ça quand il avait plus de rythme que Piastri. Puis que Piastri, tu sais, je veux dire, Lando l'a dit, si jamais vous voulez qu'on fasse ça, ben, dites de me rattraper, c'est pas moi qui devrais ralentir. Regarde. On ne reviendra pas là-dessus, mais pour moi, cette course-là a été le point le plus critique si jamais Lando perd le championnat par une petite marge. Ouais. On peut aussi rajouter l'Autriche. Que, bon, c'est pas je me rappelle plus qui, mais j'avais trouvé un channel sur YouTube qui dit si jamais McLaren et Lando Norris avaient limité les dégâts, les erreurs, où est-ce qu'ils seront au championnat en ce moment? Ouais. En Italie, l'écart serait d'à peu près 8 à 10 points. Si jamais il n'avait pas fait d'erreur, qu'il avait été régulier, puis pas de jeu d'émotion comme en Hongrie, etc., là, straight up, 10 points. Ouais. Fait, c'est pas là, regarde, ils sont rendus à 49, 52, peu importe, là. Regarde. 52, ouais, l'écart. Regarde, c'est ça. T'as 40 points qui sont perdus ici, là. Fait le point de Daniel Ricciardo, on s'en sac. Mais anyways. Ouais. Donc, et juste pour ajouter aussi à la statistique, si Norris veut gagner le championnat avec Verstappen deuxième, ben, il faudrait qu'il gagne en moyenne 8,7 points par course. Donc, il va falloir que Verstappen finisse troisième ou, c'est ça, finisse minimum maximum troisième, je veux dire, pour qu'il puisse revenir dans la course au titre. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vraiment cru aux chances de voir McLaren. Lando Norris vraiment challenger Verstappen jusqu'à la toute fin. Ouais. Moi, je prévois peut-être que ça va se finir entre 20 et 30 points d'écart. Ouais. On va tout de suite passer rapidement à Ferrari et Mercedes parce que Ferrari a connu un samedi horrible avec l'accident de Carlos Sainz en qualification et Charles Leclerc qui a vu son tour être supprimé. Mais quand même, une course vraiment forte et on aurait pu se demander où est-ce que cette écurie aurait pu se placer dans l'échiquier n'eût été de ces moments difficiles en Q3. Et à l'inverse, il y a Mercedes qui s'était quand même très bien qualifié, mais qui finit hors du podium, entre autres avec Lewis Hamilton en tendre, ce qui est moi je trouve une décision stratégique assez bizarre comparée au médium pour les autres. Ouais. George Russell finit quatrième au moins devant son coéquipier, mais avec un tour, bon, on pourrait dire avec un tour de plus et tout ça, Charles Leclerc l'aurait dépassé, mais ça a été comme les Anglais disent, c'était un peu un squeaky bum time pour Russell dans ce cas-là. Donc, Leclerc 5e, Sainz 7e. Moi, je pense que n'eût été de ces accidents, on aurait pu inverser les positions et mettre Ferrari devant Mercedes. Je pense vraiment que l'idée de Mercedes de mettre Lewis sur les tentes n'était pas de gagner la course, c'était d'handicaper Red Bull. Pour essayer peut-être d'avoir un meilleur départ que Max, peut-être essayer d'aller le surprendre pendant le premier tour.
Et ensuite de ça, bon, peut-être Chamel va une voiture de sécurité avoir une opportunité de faire un pit-stop. Fait que, je pense que c'était littéralement un pari de faire un dépassement de départ, espérer, là, ou encore espérer qu'il y ait un contact ou peu importe entre Lando et Max, peu importe. Puis tu sais, c'est juste les chances que ça arrive sont de quoi, 10-15%? Et si jamais ça arrive pas, ben t'as 80 dans le 80%, disons, de chances que ça arrive pas, ben tu t'as saccagé ta propre. Ouais. Mais si jamais ça arrivait, oh boy, quelle stratégie de génie. Tu sais, la course automobile comme ça, tu dois prendre des risques. Mm-hmm. Tu as toujours l'air de génie quand ça marche, tu as toujours l'air d'un idiot quand ça marche. Ouais. Mais regarde, c'est... Puis surtout un circuit comme ça où que littéralement, là, ce week-end, t'avais... Écoute, je pense que Mercedes voyait Ferrari comme peut-être seulement une menace en fin de course et non au début, vu qu'il partait 9/10. Oui. C'est dire, regarde, on a une chance là d'aller chercher des points importants avec se servir de Hamilton, comme je disais, pour gêner Verstappen, puis peut-être en ce moment-là, le ralentir un petit peu, puis que George, lui, puisse le dépasser ou aller tenter quelque chose. Ça n'a pas marché. Je trouve que Mercedes, dans les séances d'essai libre, était brouillon, assez moyen, si on veut. Et Ferrari, honnêtement, avait l'air d'être sur un pace comparable à McLaren. C'est exactement l'inverse qui s'est produit en qualif. Lewis te disait, c'est mon meilleur tour du week-end. C'est simple de même. C'est le seul tour de toutes les qualifs que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Mm-hmm. Puis, tandis que Lando, c'était juste cruise control tout le long. Il y a aucun moment en qualif que bon, peut-être pas la pole, mais pour moi, c'était, depuis Q1, c'était comme, OK, ce gars-là va en mettre front row, c'est pas mal sûr. Je m'attendais pas à Max, honnêtement, là, mais je m'attendais à Oscar, mais tout ça pour dire. McLaren, ça s'est passé comme ça aurait dû. Bon, en course du moins. Puis Ferrari, bon, tu demandes où est-ce qu'il serait si jamais c'était pas aussi mal qualifié. Regarde, la vérité, c'est que probablement que Piastri aurait eu la vie dure avec Leclerc ou Sainz. Mm-hmm. Je pense que ça aurait été bon. En avant, ça serait resté pareil, Norris, Verstappen. Mais après ça, tu lances les dés, savoir c'est qui se retrouve 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, exact. Fait que je crois que Ferrari s'en est peut-être mieux sorti que Mercedes stratégiquement. Donc, c'était... Mais c'était... bon, côté points, je pense que ça aurait été mieux, mais au moins, ça prouve que Ferrari avait un certain rythme comparé à Mercedes, surtout pour se rapprocher de Red Bull oui. dans le championnat des constructeurs. Écoute, ça s'en vient, là. Je veux dire... Red Bull est loin d'être sûr d'avoir la deuxième place. Là. Ouais. Donc, il va falloir... Et d'ailleurs, Perez qui finit 10e, après s'être qualifié 13e, c'était pas très, très brillant. Puis, il n'a pas été en mesure de dépasser Nico Hülkenberg. Et à un moment donné, il était proche. Puis, tout de suite après, je crois avoir dépassé Lando Norris. Il a reculé de 4 secondes, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a été difficile pour Perez. Au moins, il marque un point, c'est mieux que ce qui s'est passé la semaine d'avant à Bakou. Mais Franco Colapinto, qui finit 11e, bon, d'accord, il ne marque pas de points, mais dans une course aussi difficile que Singapour, dont c'était la première fois qu'il roulait, et surtout son départ canon, où il se retrouve 9e au départ, ce qui a surpris Alex Albon de la mauvaise manière, on va dire, et d'être dans les points, seulement d'être undercuté, excusez-moi le terme, par Perez. Je trouve que Colapinto, dans l'ensemble, a été excellent durant ce week-end. Vraiment. Regarde, écoute,
J'ai parlé du Freedom Tower un peu plus tôt. Je me demande vraiment où est-ce qu'il serait Williams si jamais il l'avait amené peut-être quelques courses plus tôt. Bon, à Monza, écoute, il a fait une erreur en qualif. Sa première course, enfin, son premier rempli. Fair enough. C'était super bien débrouillé en course. C'est sûr que bon, à Bakou a été largement aidé par le fait que deux gars qui étaient devant lui qui ont pas terminé la course. Regarde, c'est des points gratuits, mais il a travaillé pour ces points. Mm-hmm. Puis, honnêtement, il méritait beaucoup plus que Sargent méritait ses points au Texas l'an dernier, selon moi. Ou qu'il n'avait pas fait une course terrible. Non, bref. Puis, littéralement, là, sa capacité à rebondir la semaine dernière après avoir eu un accident en essai libre, ça démontre vraiment beaucoup de caractère. Puis ça, écoute, Singapour, comme tu disais, c'est la première fois, en début de podcast, c'est la première fois qu'il coursait là. C'est un circuit qui est extrêmement technique, qui est, en plus de ça, qui est éprouvant physiquement. C'est chaud, c'est humide. Le fait que tu as des repères qui sont complètement différents avec une course de nuit. Regarde, c'est dur de lui reprocher quoi que ce soit. Il a littéralement soutiré le maximum, je crois, du moins, dans ses 3 premières courses, outre la petite erreur en qualif en Italie. Du moment que c'était des séances compétitives, qualif-course, rien à lui reprocher. Ouais. Oui. Vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas... Ben, à part être passé proche de taper le mur à un moment donné où il était devant Perez, pour le reste, j'ai pas vraiment grand-chose à lui reprocher. Donc, Norris a fait taper le mur 4 fois. Là, fait que, ouais, ça peut arriver. Là. C'est ça. Donc, c'est quand même, je trouve quand même une bonne opération de la part de Colapinto dans les circonstances. Et là de toute façon, il va découvrir tous les circuits. Peut-être pas, à part peut-être même Abu Dhabi, mais sinon pour le reste, ça reste de la découverte pour Colapinto. Ouais. Je vais passer tout de suite aux résultats de la F1 Academy, donc le championnat 100% féminin qui avait lieu à Singapour cette fin de semaine. Et comme c'est souvent le cas, ben il y a deux courses lors du week-end. Et comme ça a été le cas dans plusieurs épreuves, Abby Pulling de l'Académie Alpine a remporté les 2 courses. Elle a terminé dans la course 1 en tête devant Maya Veug sur la Prema qui fait partie de l'Académie Ferrari et Dorian Pain qui complète le podium, membre de l'Académie Mercedes, mais aussi qui roule pour Prema. Leah Block qui était à 2/10 d'un premier podium en F1 Academy qui a été signé par Williams dans leur académie, mais c'est que Pain a reçu une pénalité de 5 secondes pour faux départ, donc qu'elle a reçu vraiment tardivement en fin de course, et Block était donc à 2/10 d'un premier podium, et il y a Chloé Chambers qui complète le top 5 sur la Campos et membre de l'académie Haas. Dans la course numéro 2, Pulling a gagné l'épreuve devant Veug et Pain. Donc, le top 4 n'a pas changé. Donc, c'est Pulling, Veug, Pain et Block. En 5e place, c'est Nerea Marti dans la voiture Campos à la livrée de Tommy Hilfiger qui complète le top 5. Et il y avait et comme c'est le cas depuis le début de l'année, il y a des pilotes invités. Et cette fin de semaine, c'était Ella Lloyd, une Britannique qui roulait dans la voiture Premier Racing. Et elle a terminé dans la première course 9e après une pénalité de 5 secondes, elle aussi pour un faux départ. Et dans la course numéro 2, elle a terminé 7e. Donc, elle a vraiment
elle qui roule en Formule 4 britannique, si je ne me trompe pas, et qui est 9e dans le championnat actuellement, a montré de très bonnes choses durant ce week-end. Je vais vous donner en même temps le classement après l'épreuve de Singapour. Donc, Pouling est toujours en tête avec 245 points. Dorian Pin est deuxième avec 150. Maya Veug est troisième avec 120 points. Chloé Chambers est quatrième avec 103 et Nerea Marti est cinquième. La prochaine épreuve aura lieu lors du Grand Prix du Qatar à Losail et la dernière épreuve sera le week-end après. Oui, c'est ça, le week-end après à Yas Marina, la dernière épreuve de la saison. Et je crois que Abby Pouling, ouais, elle est championne. Elle pourrait être sacrée championne d'ici même la première course à Losail. C'est déjà fait. Je crois que c'est déjà fait. Ouais. Parce que je pense que c'est ça, je pense qu'il faudrait que j'aille vérifier, mais je pense il fallait qu'elle ait un écart d'au moins 41 points sur Dorian Pin. Ouais, elle est rendue à quoi? Elle est là. Ouais. Donc, mais ouais. Ben, elle va être sacrée championne de toute manière. Mais Dorian Pin, qui avait vraiment bien commencé, ça semblait être celle à battre, mais depuis après la troisième course, là, complètement le vent a changé. Ben, je pense que du moment où elle a fait un tour de trop après le drapeau à Damier, on dirait que ça a comme... Ouais, il y a ça, mais c'est que aussi, je pense qu'on a oublié que Abby Pouling est quelqu'un de plus expérimenté que Dorian Pin en monoplace. Oui. Je pense vraiment qu'elle avait juste bien commencé et que ça n'avait pas se poursuivi. Un peu comme en F2, là, Paul Aaron, ça avait bien commencé, Maloney, etc. Puis après ça, c'est juste de la constance qui n'était pas. Exactement. Et en plus, et ma surprise vraiment dans ce championnat, c'est Leah Block, avec le peu d'expérience qu'elle a en monoplace. Ouais, vraiment. Qui est surtout dans les rallycross. Elle est vraiment impressionnante. Donc, chapeau à Leah Block, 4e dans les 2 courses. C'est vraiment impressionnant. C'est son meilleur résultat, d'ailleurs, dans la série jusqu'à présent. Je vais vous donner tout de suite le classement des pilotes en Formule 1. Donc, Max Verstappen reste toujours en tête avec 331 points. Devant Lando Norris qui a 52 points de retard sur le Néerlandais. Charles Leclerc est 3e avec 245 points. Oscar Piastri 4e avec 237. Carlos Sainz est 5e avec 190. Lewis Hamilton 6e avec 174. George Russell 7e avec 157. Sergio Perez 8e avec 144. Eh oui, hey boy, 8e dans un championnat de 4. Fernando Alonso est 9e avec 62 points et Nico Hülkenberg, avec ses 2 points, se retrouve maintenant au 10e rang, à égalité avec Lance Stroll. Donc, vraiment une bonne saison de la part du pilote allemand qui ira chez Sauber la saison prochaine. Et au championnat des constructeurs, McLaren reste en première place avec 516 points. Red Bull est 2e avec 475. Ferrari est 3e avec 441. Mercedes, 4e, 329. Aston Martin, 5e, 86. RB, 6e avec 34 points, mais attention à Haas qui se rapproche dangereusement de l'écurie italienne avec 31 points. Williams reste 8e avec 16 points. Alpine, 9e avec 13 points. Et Sauber, 10e. Et bon dernier avec un gros 0 points. C'est ce qui complète cet épisode d'après-course du Bulletin GP. Il y aura... Notre prochaine après-course, ce sera le 21 octobre, pas le 20 parce que c'est le Grand Prix des États-Unis, mais on va faire ça après le Grand Prix des États-Unis, exceptionnellement, parce que je reçois de la visite. Donc, ça sent la bouffe. Et en fait, il n'y aura pas d'épisode de podcast proprement dit, genre les épisodes hebdomadaires. Je suis en train de préparer des épisodes spéciaux. Une série que j'ai enregistrée avec Jean-Sébastien Barbeau, justement. Je vous dis pas le sujet, mais c'est un petit sujet assez fun. On va retourner un peu dans le temps.
Et le 8 octobre, j'ai un épisode assez spécial. Je vous dis pas c'est quoi, mais je pense que juste la date va vous donner une idée. Donc, j'ai dit ça, je dis rien. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et autres. On est aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, Threads, @lebulletingp. Et évidemment, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook La Monoplace, dont d'ailleurs François est un des modérateurs. François... Avec toi, tout. Ah oui, Avec toi. oui, et je suis aussi un des modérateurs du groupe Facebook La Monoplace. Alors, François, un grand merci pour ta présence. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP avec un épisode spécial. D'ici là, portez-vous bien. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Faites attention à vous et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!